Quel est le pouvoir des mots? Les mots peuvent-ils être des armes pour dominer, conquérir, mener des guerres, façonner la réalité politique, manipuler le réel? Ce sont ces questions que pose le dernier essai de Barbara Cassin, philologue et philosophe, docteur ès-lettres et directrice de recherche au CNRS, spécialiste de philosophie grecque, académicienne depuis 2018 et autrice donc de cet ouvrage La guerre des mots, Trump, Poutine et l'Europe, qui vient de sortir aux éditions Flammarion. Bonsoir Barbara Cassin. Bonsoir. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Les mots, vous le dites, depuis de nombreuses années dans tous vos ouvrages, ont une dimension performative, en cela qu'ils peuvent se traduire dans la réalité. Quelle est la puissance des mots dans la fabrication du monde? Politiquement, elle est considérable. Regardez des phrases comme « Je vous ai compris » de Gaulle, ou bien « Yes, we can ». Voilà, c'est devenu vrai à chaque fois. Vrai. Peut-être que ça change un peu la notion de vérité. Mais en tout cas, ça marche. Ou bien « Wir schaffen das ». Dans toutes les langues, ça a existé. Et donc, je me suis demandé ce qui se passait aujourd'hui avec la manière dont Trump parlait et dont Poutine parlait. Et c'est, au fond, la première inquiétude, c'est de me rendre compte que Trump a supprimé des mots. C'est-à-dire qu'il y a eu 150 mots à peu près qui ont été mis à l'index. Si vous les employez, vous ne serez pas financé. Donc, comme woke, mais même woke femme, c'est une chose non-binaire, oui, ce genre de mots. Oui, mais même diversité, inclusion. Des choses auxquelles, et même à un certain moment, femme. Il a fallu l'ajouter parce que ça, c'était quand même compliqué. Depuis, il est revenu dessus. Il a été remis. Mais bon, c'est quand même extraordinaire de penser que le président de l'une des nations, ou peut-être la nation la plus puissante du monde, pense qu'en supprimant des mots, on va supprimer des choses. C'est ça la force du langage. Et c'est une force inverse, en somme. Parce qu'en fait, il imagine, quand j'évoquais Wir schaffen das ou Yes we can, c'est qu'en disant des mots, on fait des choses. Ben là, en enlevant des mots, on va enlever des choses. C'est extraordinaire. Et je me suis aperçue que Poutine faisait aussi la même chose. Donc tous les deux croient en la puissance. D'abord, ils croient en la puissance du langage et ensuite, ils l'utilisent à leur fin. Et justement, très étrangement, quand Poutine dit « Non, il n'y a pas de guerre en Ukraine, c'est une opération militaire spéciale ». Navalny, j'ai jamais prononcé son nom, il n'a jamais prononcé son nom. Sauf quand il est mort. Sauf au moment de sa mort, en disant « Mourir, c'est normal ». Bon. Chacun, vous l'avez dit, a ses mots de prédilection. Il y a aussi donc des mots que chacun n'utilise pas à escient, voire supprime. Vous venez d'en parler. C'est ainsi qu'ils assoient leur idéologie. Oui, enfin, il l'assoit d'abord en parlant. Et ce que fait Trump, c'est qu'il parle comme un môme de 14 ans à peu près. Il doit avoir, je ne sais pas, 1500 mots à sa disposition. Great, stupid, essentiellement. Et une syntaxe de môme aussi. Et c'est quand même extraordinaire que ça marche à ce point-là et que ça soit aussi efficace. Ça marche auprès de qui? Qui s'adresse-t-il? Des Américains qui l'ont élu et qui continuent à croire en lui. Auprès du monde MAGA, par exemple, mais pas seulement. Évidemment, No King. Ça commence à s'agiter vraiment. Donc ces manifestations contre la dérive autoritaire de Donald Trump? Oui, mais pas contre sa manière de parler. Et c'est quand même assez stupéfiant que, justement, ça fonctionne. Et ça fonctionne vraiment, puisque, malgré tout, il a fait des choses importantes. S'il y a un cessez-le-feu à Gaza, c'est quand même... Ça vous a surpris ? Sa capacité justement à débloquer certaines situations, je pense finalement en les réduisant à une analyse assez simpliste? C'est complètement simpliste, mais c'est aussi étayé par du fric et étayé par des possibilités de business. Et avec cette fameuse Riviera, c'est aussi un mot qui a marqué. Affolant. Gaza Riviera, c'est affolant. Gaza Riviera en passant par les ruines. Vous avez dit qu'ils avaient beaucoup de points communs, Trump et Poutine, dans cet usage qu'ils font des mots. Oui. Quelles sont leurs différences? Alors, ils ne parlent pas du tout de la même manière. Trump, je l'ai dit, c'est un môme de 14 ans à peu près quand il parle. Poutine, c'est un grand sociolinguiste. Il parle à chacune, il a une diction adaptée à chacune des strates de sa population.
il peut parler comme un soviétique. Il peut parler avec la bonne langue de bois soviétique. Il peut parler comme un grand-père. On le voit maintenant au coin du feu en train d'ouvrir son frigo. Et surtout, il a une couche de parole que je ne soupçonnais pas et que j'ai dû constater et apprendre. C'est le mat, c'est-à-dire l'argot des bas-fonds. Et on l'a entendu quand il a dit qu'il allait buter les Tchétchènes jusque dans les chiottes. Mais il a tout le temps un bout de mat pour dire « oui, moi aussi je suis des vôtres ». À la mafia. Et les deux, donc Donald Trump et Vladimir Poutine, créent des novlangues, selon vous? C'est-à-dire qu'ils donnent un nouveau sens à certains mots? Oui, vous voyez bien, déjà, ils créent un passé nouveau. Chacun refait l'histoire. Ça, c'est quand même un premier type de novlangue. C'est un nouveau récit. Hein, une nouvelle une nouvelle manière de faire du storytelling, de raconter l'histoire. Et puis, ils peuvent donner le sens contraire au mot de la tribu. C'est-à-dire que, exactement comme en 1984, c'est ce que j'allais dire, vérité. Quand on vous écoute, on pense beaucoup à 1984 de George Orwell. Absolument. On y est là? Oui, on y est pas mal. On y est pas mal. Des mots qui, vous le dites, ont également un pouvoir de sidération auprès des gens qui les entendent? Oui, c'est sidérant que ça fonctionne à ce point-là, et c'est sidérant que quand même le président des États-Unis parle comme un môme de 14 ans, et change d'avis comme de chemise, change de manière de parler comme de chemise. Et donc ça nous désarçonne? Bien sûr, et il nous attire sur son terrain aussi. Et bon, on ne sait plus comment penser, mais surtout, ce qu'il y a de désarçonnant à mon avis, c'est qu'il a dit tout ce qu'il ferait, il fait tout ce qu'il dit. Et ça, c'est très impressionnant. Et Vladimir Poutine aussi. Oui, c'est très impressionnant. Et on est peut-être, nous, démocrates, plus tellement habitués à ça. Et donc là, c'est le propre de régime autoritaire pour vous? Non, j'espère que non. J'espère que ça peut arriver dans tous les régimes, y compris en démocratie. Mais disons qu'il y a quand même une ligne, si vous voulez, si on reprend, par exemple, l'exemple canonique Hitler. Il a dit dans Mein Kampf tout ce qu'il allait faire. Et on ne pouvait pas y croire. Et pourtant, ça a été fait. Eh bien, d'une certaine manière, dans l'art du deal de Donald Trump, on ne peut pas y croire que c'est vraiment aussi bête que ça. Mais oui, et c'est comme ça. Par la manipulation qu'ils font des mots, ils manipulent aussi la vérité, ils créent aussi une nouvelle réalité. Ben oui, ils font du storytelling et refont toute l'histoire à l'envers. L'Ukraine, ça n'a jamais existé. Hein. La langue ukrainienne, non, ça n'existe pas. Bon, donc ils refont l'histoire à leur manière pour que ça leur convienne. Et puis, ça, c'est très difficile à contrer. Vous dites également dans cet ouvrage qu'ils ont en commun une forme de détestation des Européens. Oui, ça c'est un point commun, je pense. Alors, moi j'avais envie de lire quelques phrases, si vous voulez. J'ai mis en exergue des phrases de Trump et des phrases de Poutine. Alors, Trump dit « L'Union européenne a été créée pour nous arnaquer ». Poutine dit « La Russie a en fait été dépouillée ». Trump dit bah, « On va les attraper par la chatte ». Et Poutine dit « Que ça te plaise ou non, ma jolie, il faudra supporter ». C'est très obscène, hein, adressé à l'Ukraine. Et Trump dit « Les Mexicains sont des violeurs ». Poutine dit « Les Ukrainiens sont des nazis ». Là, vous avez là la déclinaison de leur pensée, finalement, en phrases très violentes et atroces. Vous parlez d'une nécessité, d'une urgence même d'écrire votre livre donc sur ces mots et leur manipulation par Donald Trump et Vladimir Poutine. Vous dites « J'ai peur même qu'un jour on ne puisse plus dire ceci est un mensonge ». Pourquoi donc ce livre ? Ce livre, je ne sais pas faire grand-chose. Je suis pas philosophe politique. Je connais le grec et je suis helléniste et ça m'intéresse beaucoup. Il se trouve que je parlais d'Ulysse et de l'Odyssée à Istanbul, aux élèves et aux étudiants de Galatasaray. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais il se passe des choses en Turquie, il se passe des choses dans le monde. Qu'est-ce que c'est que de parler de l'Odyssée ? Et puis en parlant avec ces étudiants et ces lycéens, finalement, on s'est dit que ce qui comptait et ce qui pouvait vraiment résister, ce qui pouvait faire Europe, c'est la culture. Alors justement, comment lutter, comment résister ? Eh bien, d'abord en lisant et en écrivant et en écoutant, donc en travaillant
hein, mais surtout en enseignant et en apprenant à juger. Être cultivé, ça veut dire avoir des munitions pour bien juger. Et je trace une ligne, moi qui suis helléniste, à partir de Protagoras, donc un sophiste, qui disait « l'homme est la mesure de toute chose », mais Socrate lui répondait « oh, mais alors, si tu étais un cochon, tu dirais le cochon est la mesure de toute chose ». Et puis, pas du tout, dit Socrate, j'ai honte de ce que je viens de dire. Ce que Protagoras veut dire, c'est « et toi, il te faut supporter d'être mesure. Toi, à toi de juger ». Donc, c'est une incitation au jugement. Et à l'autre bout de la chaîne, vous trouvez quelqu'un comme Hannah Arendt, la philosophe Hannah Arendt, qui, elle, était une philosophe qui s'occupait de politique, justement, aussi, et qui dit « serait-ce que le jugement est une faculté politique ?» Réponse « oui, il n'y en a peut-être même pas d'autres. Et même le jugement de goût est une faculté politique. » Ça, donc voilà, moi qui suis enseignante, qui l'ai longtemps été, je pense que tout ce qu'on peut enseigner, c'est donner des bonnes munitions pour juger. Et une forme de résistance. Y a-t-il aujourd'hui, selon vous, un appauvrissement du langage, du nombre de mots même utilisés, notamment avec ce qu'on sait, hein, les écrans, les réseaux sociaux, et quelles conséquences sur notre pouvoir, notre liberté même? Je ne dirais pas comme ça aussi violemment. Il y a un appauvrissement, la langue, etc. Parce qu'il me semble qu'on l'a toujours dit. Et que on sait quand même que c'est assez réactionnaire de le dire. C'est vrai et pas vrai. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'on réinvente de l'usage. On invente d'autres sens et une autre manière d'utiliser la langue et le langage. Et il faut y prêter attention. Vous savez, j'appartiens à l'Académie française, vous l'avez dit. Eh bien, ce qui me paraît si intelligent dans l'Académie française, c'est qu'elle ne cesse de pondérer la norme avec l'usage. Et c'est ça dont il s'agit, en fait. Sur cette dimension performative des mots à laquelle vous avez consacré de nombreux ouvrages, vous avez voulu, et c'est votre carte blanche du jour, c'est une tradition dans Au cœur de l'info, revoir des images de la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud. Expliquez-nous pourquoi vous utilisez souvent cette commission Vérité et Réconciliation comme illustration de votre propos. Eh bien, parce que là, véritablement, il s'est passé quelque chose rien qu'avec des mots. Pouvoir voir des images oui. de la commission. Donc, là, il s'agit d'images effectivement d'Afrique du Sud. Oui. La commission Vérité et Réconciliation, c'est ce qui a été inventé par Nelson Mandela et Desmond Tutu pour éviter le bain de sang au moment de la fin de l'apartheid. Et ça s'est fait avec des mots. C'est-à-dire que ceux qui avaient commis des violations des droits de l'homme et ceux qui les avaient subis sont venus ensemble parler devant une commission très très bien structurée et avec un dispositif génial qui était que tout ce qui était dit était amnistiable. C'est-à-dire que la notion d'amnistie, c'est la vérité en échange ou la liberté en échange de la vérité. C'est ça qui s'est passé avec la justice qu'on appelle transitionnelle. Bon. Et en effet, cette commission a fabriqué le peuple arc-en-ciel, c'est-à-dire le peuple de toutes les couleurs, le nouveau peuple d'Afrique du Sud, bon, qui est qu'à un quart, tel que, mais quand même quelque chose d'extraordinaire. Et je me souviens je parlais de Protagoras, je parlais de Hannah Arendt, mais il y a quelque chose en Afrique du Sud quand j'y étais qui m'a énormément bouleversée. Et c'est très simple, il y avait un musée absolument ignoble, fait sous l'apartheid, qui représentait, c'était un musée des arts et traditions populaires et en même temps un musée de l'homme, qui représentait les peuples primitifs. Hein, on dirait aujourd'hui des peuples premiers, mais c'était vraiment primitif, véritablement horriblement moche. Hein, et vraiment en train d'essayer d'allumer du feu, en remuant des bouts de bois. Bon. Et au lieu de démolir ce musée, ce qu'a fait Mandela, c'est qu'il a mis une petite affichette au milieu de la salle avec « Que pensez-vous de ce que vous voyez ?» Ça, c'est la distance du jugement. Et c'est ça qu'il faut faire.
Merci beaucoup Barbara Cassin d'être venue nous voir ce soir sur France 24. Et je rappelle donc votre dernier ouvrage, La guerre des mots, Trump, Poutine et l'Europe, aux éditions Flammarion. Cet entretien est à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Restez avec nous sur France 24.